Voici la première vidéo du chapitre 3 qui porte sur la diversité et le maintien de la vie. Dans cette première vidéo, on va parler brièvement de la cellule, puis on va regarder d'un petit peu plus près la fonction des gènes contenus dans le noyau de la cellule. Donc, la cellule, chez un adulte humain, c'est environ 100 millions de cellules. Donc, c'est énormément beaucoup, n'est-ce pas? Est-ce que toutes les cellules sont semblables? Bien sûr que non. Pensez par exemple aux cellules de votre système nerveux, aux cellules musculaires, aux cellules de votre peau. Donc, elles ont chacune des fonctions quelque peu différentes. Nos cellules, ce sont les unités de base de la vie. C'est nos cellules qui fabriquent toutes les substances dont on a besoin éventuellement. Une fois qu'on a respiré de l'air, qu'on a mangé, qu'on a bu de l'eau, toutes les substances nutritives sont utilisées dans notre cellule pour accomplir toutes les fonctions nécessaires pour maintenir une personne, un animal, une plante en vie. Il y a certains organites qui sont visibles au microscope optique. Vous pouvez penser par exemple au noyau dans une cellule animale ou végétale, aux vacuoles dans une cellule végétale, par exemple à la paroi cellulosique ou la membrane cellulaire. La paroi cellulosique, bien sûr, dans une cellule végétale, la membrane cellulaire dans une cellule animale ou végétale. Donc ça, ce sont quelques-uns des organites qui sont visibles au microscope. Les organites végétales et animales ont en grande partie les mêmes organites, mais il y en a quelques-uns qui diffèrent. On va faire un petit retour là-dessus assez rapide parce que c'est quelque chose que vous avez vu en secondaire 1, mais vous devriez vous souvenir, à tout le moins, vous devriez savoir parce que ça nous aide de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on étudie la cellule. Bon, maintenant, on va étudier un petit peu les chromosomes, les gènes dans cette section-ci, mais dans les autres sections, on va regarder, par exemple, certains mécanismes comme par exemple la photosynthèse de la respiration cellulaire. Donc, c'est bon de se souvenir à quoi servent les différents organismes. On commence avec le noyau. Ça, c'est le centre de contrôle de la cellule, qui est bien sûr dans la cellule animale, cellule végétale. Le cytoplasme, c'est une espèce de liquide ou de gel, admettons, dans lequel baignent les organismes, puis dans lequel circulent certaines substances qui sont dissoutes. On a la membrane cellulaire. Alors ça, c'est l'enveloppe de la cellule. La membrane cellulaire contrôle ce qui rentre et ce qui sort de la cellule. On a les mitochondries. Les mitochondries, c'est ce qui produit l'énergie de la cellule. C'est un petit peu comme le moteur de la cellule, puis après ça, cette énergie-là est utilisée pour accomplir d'autres fonctions dans la cellule. On a des vacuoles qui contiennent parfois des déchets, certaines substances, dans les cellules végétales, principalement de l'eau. Puis, uniquement dans la cellule végétale, on a les chloroplastes qui, eux, utilisent l'énergie solaire pour produire de l'énergie chimique, n'est-ce pas? Transforment l'énergie solaire en sucre, du glucose qui est nécessaire pour le fonctionnement de la cellule. On va y revenir dans une autre section du chapitre 3. Il y a aussi la paroi cellulosique qui est aussi unique à la cellule végétale qui donne la rigidité à la cellule végétale. Ce qui fait qu'un arbre, par exemple, peut se tenir droit sans plier. Je vais vous demander maintenant d'arrêter la vidéo et puis compléter les numéros, les pages 1 à 3, les numéros 1 à 3 des notes de cours sur la cellule à l'aide de votre cahier univers. Alors, allez au début du chapitre 3 dans le cahier univers, puis là, vous allez pouvoir compléter l'information qu'on vous a demandé. Quand vous serez prêt, vous continuerez la suite de la vidéo. Bon, alors, quelle est la fonction globale du noyau de la cellule? C'est de contrôler les activités de la cellule. La cellule, par exemple, doit produire certaines substances qui sont nécessaires pour un organisme vivant ou tout simplement nécessaires pour elle-même. Donc, c'est dans le noyau que les commandes viennent pour fabriquer ces substances-là. Ça se peut que la cellule ait à se diviser aussi. Quand elle devient trop grosse, une façon de se reproduire, on appelle ça la production asexuée, la cellule va se diviser en deux. Encore là, c'est dans le noyau qu'on décide, admettons, si je mets ça entre guillemets, de diviser la cellule. Vous avez peut-être déjà appris à propos de certains termes associés au noyau de la cellule ou de la cellule tout simplement. Essayez donc de remettre ça en ordre, les mots qui suivent. Chromosome, gène, noyau, ADN, cellule. Alors,
l'ordre approprié, ce serait un gène qui est dans l'ADN qui fait partie du chromosome, qui est dans le noyau, et le noyau, bien sûr, dans la cellule. Si on regarde le noyau cellulaire, on a différentes parties. Le nucléole qui sert à la synthèse de l'ARN, c'est quelque chose que vous allez plutôt utiliser ou étudier, je dirais, en secondaire 4. La chromatine, bien, la chromatine, ça ressemble beaucoup au mot chromosome. En fait, la chromatine, c'est principalement des fibres ou des filaments d'ADN qui sont dispersés dans le noyau de la cellule, dans le noyau de la cellule. Donc, normalement, l'ADN se trouve sous forme de chromatine dans la cellule. Je vais revenir à ça dans quelques minutes. Ensuite, on a une enveloppe autour du noyau, donc la membrane nucléaire, qui contrôle ce qui rentre et ce qui sort du noyau. Puis, ce qui va rentrer et ce qui va sortir du noyau va passer par des ouvertures qui s'appellent des pores. Maintenant, on va regarder les chromosomes et les gènes. Donc, on trouve les chromosomes dans le noyau de la cellule. Plus souvent qu'autrement, on va retrouver ça sous forme, on va retrouver l'ADN sous forme de chromatine. Donc, les chromosomes sont dans le noyau de la cellule seulement quand la cellule se divise. C'est-à-dire que la plupart du temps, les fibres de chromatine flottent dans la cellule, mais quand ça vient temps pour la cellule de se diviser, bien, la chromatine va toute s'enrouler, donc va faire une espèce de boule ou une espèce de, comme vous voyez ici, un X, mais ça va s'enrouler sur elle-même et ça va devenir beaucoup plus condensé, beaucoup plus massif, puis c'est à ce moment-là qu'on peut le voir au microscope. Donc, les chromosomes, on en retrouve 23 paires chez l'être humain, donc en tout 46 chromosomes. Sauf dans les cellules sexuelles où il y a seulement 23 chromosomes. Donc, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, chez un être humain, il y a 23 paires de chromosomes, donc les numéros 1 à 22 pour les femmes, 1 à 22 pour les hommes. On appelle ça des paires de chromosomes homologues. Ça veut dire toute l'information dans le chromosome 1, celui-là, ou celui droit, c'est la même sorte d'information. Même chose pour le numéro 2, fait que c'est un petit peu comme on a l'information en double dans chacun des chromosomes. Sauf pour la dernière paire, chez un homme ou un garçon, bien, on a un chromosome X et un chromosome Y. Alors que chez une fille ou une femme, bien, on a 2 chromosomes X. Okay? C'est ça qui fait qu'on a 2 sexes différents. C'est soit 2X pour une femme et XY pour un homme. Dans une cellule sexuelle, fait qu'une cellule sexuelle, n'est-ce pas, c'est un spermatozoïde ou un ovule si c'est la cellule femelle, disons, bien, on a seulement 23 chromosomes. Okay? Puis ça fait du sens, n'est-ce pas? Parce qu'un spermatozoïde va se lier avec un ovule et ça va former une nouvelle cellule qui éventuellement va devenir un être humain. Bien, tu ne peux pas avoir 23 paires de chromosomes dans chacune des cellules, sinon ça en ferait 92, ça ne marcherait pas. Fait que les 23 chromosomes qui viennent d'une cellule sexuelle d'un spermatozoïde, par exemple, se combinent avec les 23 chromosomes qui viennent d'un ovule et ça va en faire 46. Okay? Donc ça, c'est très, très important à retenir. Première des choses, retenir que chez un être humain, il y a 23 paires de chromosomes, que chez une fille, il y a 2 chromosomes X. Chez un garçon, il y a un chromosome X puis un chromosome Y. Et puis que finalement, dans une cellule sexuelle, il y a juste 23 chromosomes. Dans la plupart des autres espèces, puis on peut dire de façon générale, on va dire ainsi, dans les autres espèces, bien, il y a un différent nombre de chromosomes. Okay? Donc, on peut identifier une espèce en grande partie selon le nombre de chromosomes qu'il possède, qu'une cellule possède. Okay? Comme par exemple, chez un chien, ben, tu as 36 paires de chromosomes. Dans une pomme de terre, combien est-ce que vous pensez qu'il y en a? 24 paires de chromosomes. Donc, une des choses qu'on peut constater ici, c'est que ce n'est pas le nombre de chromosomes qui détermine l'espèce. C'est ce qui est contenu dans les chromosomes qui est très, très important.
Okay? Donc, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qui est contenu dans un chromosome, puis pourquoi c'est important. Fait qu'un chromosome, c'est constitué notamment d'une longue molécule d'ADN. Okay? Un segment de cette molécule, ça s'appelle un gène, et c'est le gène qui contient l'information génétique codée. Donc, on part d'une cellule. Dans la cellule, il y a le noyau où se trouvent les chromosomes. Okay? Les chromosomes contiennent le matériel génétique sous forme d'une molécule qui s'appelle ADN. Quand on regarde l'image ici, tout ça, oui, c'est une molécule d'ADN. Puis, sur la molécule d'ADN, tu as des sections de la molécule d'ADN. Par exemple, cette section-ci, okay, qui serait un gène. Un gène, c'est un segment codé. Ce sont les instructions qui sont nécessaires pour fabriquer différentes substances. Okay? Si je vous demande, dans un quiz ou un test, de m'indiquer c'est quoi ces différentes parties-là, okay? Gardez-le dans l'ordre tel qu'ils sont ici. Fait que ici, on a le noyau, là, le chromosome. Cette section-là, c'est le gène. Puis ici, tout ça ici, c'est la molécule d'ADN. Okay? Gardez-le en ordre ici, là, ADN ici, gène là. Donc, encore là, ici, même chose. Okay? On a une molécule d'ADN qui est très, très longue, beaucoup plus longue que ça, là, mais ça, c'est juste une illustration. Puis un gène qui est une section de ça. Donc, à quoi est-ce qu'ils servent plus exactement les gènes? Okay? Bien, les gènes, ils contiennent des instructions nécessaires pour fabriquer des substances qui entrent dans la composition des parties du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, les gènes, c'est un peu comme une recette, une espèce de recette chimique qui dit comment assembler différents morceaux. OK, là, c'est un petit peu compliqué. On parle d'acides aminés, comment assembler différents morceaux qui vont faire des protéines. Les protéines, c'est ça, les blocs de construction de notre corps. Par exemple, nos cheveux contiennent des protéines. Les membranes cellulaires contiennent des protéines. De l'adrénaline, c'est une sorte de protéine, et ainsi de suite. Alors, toutes ces substances-là, ben, il faut qu'ils soient fabriquées d'une certaine façon. Puis c'est les gènes qui disent comment fabriquer ces différentes substances-là. Donc, les gènes, qui sont des sections d'ADN dans le chromosome, contiennent l'information héréditaire. Bien, pourquoi l'information héréditaire? Bien, c'est parce que, bien sûr, nous, on a hérité de ces livres, de ces manuels, des recettes-là de nos parents, n'est-ce pas? Peut-être une analogie à ça, c'est vous avez, par exemple, un livre de recettes. OK? Bien, ça serait votre ADN. OK? Ça serait une molécule d'ADN. Là, quand on regarde dans le livre de recettes, bien, il y a toutes sortes de recettes. Il y a des recettes de faire des muffins, il y a des recettes de faire du gâteau, et ainsi de suite. D'accord? Donc, si vous avez un livre de recettes, si votre conjointe a un livre de recettes, elle donne à ses enfants, bien, vos enfants vont avoir hérité de ces recettes-là. Bien, dans nos cellules, on a hérité des recettes, des gènes de nos parents qui vont définir nos différents caractères. Okay? Un caractère, c'est pas de façon plus, comment je peux dire ça? Un caractère, ce n'est pas nécessairement un trait de personnalité, là, mais c'est des traits physiques, physiologiques et jusqu'à un certain point psychologiques. Okay? Fait que, par exemple, okay, les caractères génétiques sont des traits qui sont transmis de génération en génération, bien sûr, parce qu'on hérite des gènes, donc ça, on va hériter de traits semblants. On dit souvent, ben, il y a les yeux de sa mère, il y a le nez de son père, et ainsi de suite. Okay? Alors, quels sont des exemples de caractères physiques ou physiologiques ou psychologiques? Bien, par exemple, un caractère physique, ça pourrait être la couleur des yeux ou ça pourrait être la couleur des cheveux ou ça pourrait être la couleur d'un chandail. Ben non, c'est pas vrai. C'est une blague. Okay? Fait que les caractères physiques, on a hérité de ça de nos parents. Ça peut être des caractères physiologiques. Alors, des caractères physiologiques, bien, très souvent, c'est associé à certaines conditions ou certaines maladies. On peut penser, par exemple, à la trisomie 21. Okay? Donc, c'est parce qu'on a un gène supplémentaire, pardon, pas un gène, mais un chromosome supplémentaire qui cause des problèmes physiques à la personne. Donc, ça, c'est physiologique. Des personnes qui sont plus susceptibles, par exemple, à avoir le diabète ou à avoir des maladies cardiaques ou à avoir le cancer. Bien, ça, c'est physiologique. Ça a à voir avec le fonctionnement de notre corps. Donc, encore là, très souvent, c'est hérité de nos parents.
Jusqu'à un certain point, ça peut être psychologique. Bon, il y a certains caractères psychologiques qui sont déterminés, par exemple, par votre environnement, la façon que vous avez été élevé, l'éducation que vous avez reçue, et ainsi de suite. Mais ça peut être en partie causé par les gens. Fait qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont plus téméraires, qui sont plus compétitives, qui sont plus détachées, et ainsi de suite. Bon, ben ça, très souvent, ou en partie, c'est déterminé par des gènes. Très important de souligner qu'un caractère héréditaire, c'est quelque chose qui est déterminé par nos gènes qui sont contenus dans les cellules, dans les molécules d'ADN, qui sont dans les chromosomes. D'accord? Maintenant, par exemple, la longueur de tes ongles ou la couleur de ton chandail, ben ça, c'est pas héréditaire, n'est-ce pas? Ça devient des choix. Ou si tu coupes tes cheveux, ben c'est sûr que c'est pas héréditaire. Donc, héréditaire, c'est quand c'est à cause des gènes qui produisent certaines substances qui font que tu as des traits physiques, physiologiques ou psychologiques. Alors, à l'aide de la vidéo que vous venez de visionner, puis de votre cahier, vous allez compléter les pages de notes 1 à 3. Puis ensuite, vous lirez les pages 51 et 57 dans votre cahier et vous ferez les questions 3.1a et 3.1b en devoir.